Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie de Territoire d'Info. Il est 8h, c'est un invité politique aujourd'hui de Public Sénat, de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales de France et des 130 radios indépendantes regroupées dans les Indés Radios qui sont nos partenaires avec TV5 Monde. Bonjour Guillaume Larrivé. Bonjour. Vous êtes député LR de Lyon, merci d'être sur ce plateau ce matin pour vous interroger à mes côtés Michael Zamès de Public Sénat, rédacteur en chef de la politique. Bonjour à tous. Bonjour. Et Pascal Jalabert du groupe EBRA, vous dirigez le bureau parisien de ce grand groupe de presse d'information régionale. C'est le Progrès de Lyon que vous représentez aujourd'hui sur ce plateau. Alors Guillaume Larrivé, à Davos hier, Emmanuel Macron a annoncé « France is back ». La France est de retour. Est-ce que c'est grâce à lui qu'elle est de retour? D'abord, est-ce qu'elle est vraiment de retour? Moi, je le souhaite, comme tout Là, Français. Vous ne répondez pas à ma question, vous en posez une. Je vais y venir, naturellement. Comme tout Français, comme tout patriote, comme tout amoureux de la France, j'ai envie que notre pays réussisse, premièrement. Deuxièmement, je constate, c'est vrai qu'il y a plutôt une panne de leadership ailleurs qu'en France. Il y a une panne politique en Allemagne, il y a des errements stratégiques aux États-Unis. Donc c'est pas grâce à lui. Non, en tout cas, il y a une panne politique ailleurs. Maintenant, est-ce qu'il y a des résultats en France? Objectivement, pas encore. Stagnation du chômage, creusement du déficit du commerce extérieur et aggravation aussi, on ne le dit pas assez, du déficit de l'État. Donc à ce stade, après 8 ou 9 mois de gouvernance Macron, je constate que les résultats, pour l'instant, ne sont pas au rendez-vous et je pense qu'il est prématuré de dire que la France est de retour. Il passe bien, vous le voyez bien. Il y a à l'évidence une allure du président de la République qui tranche agréablement avec celle de son prédécesseur immédiat. Emmanuel Macron n'est pas François Hollande. Oui, on l'a accusé donc d'être le président des riches, des patrons, des métropoles. Or aujourd'hui, il va en région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors pensez-vous que ce président soit aussi capable de parler à ces populations rurales qui attendent beaucoup de l'État aujourd'hui? En tout cas, je constate qu'il a un art de la mise en scène, sans doute, qui est assez habile. Et il sait séquencer, comme disent les communicants, son agenda, Davos, et immédiatement après, la campagne auvergnate près de Clermont-Ferrand. Mais tout ça, c'est de la com, n'est-ce pas? Le vrai sujet sur les questions agricoles, c'est est-ce qu'il y aura une politique de transformation du modèle agricole français pour que le système agricole crée vraiment de la valeur. Ça, c'est un objectif. Maintenant, il faut connaître les moyens, les voies et moyens concrets. Et nous attendons d'être saisis à l'Assemblée nationale et au Sénat d'un texte de loi qui me paraît nécessaire pour rééquilibrer les rapports entre les producteurs et les distributeurs, par exemple. Entrons dans le concret. Sur ces questions-là, comme sur d'autres, il y a beaucoup de discours, il y a très peu d'actes. Le président de la région Rhône-Alpes-Auvergne, c'est Laurent Wauquiez. Il ne sera pas là. C'est pourtant une tradition d'accueillir un président de la République quand on vient sur ces terres. Il ne sera pas là parce qu'il sera à Paris pour une grande télé ce soir. Il préfère donc la télé à l'accueil républicain? Je ne sais pas, je ne suis pas là pour commenter l'agenda de tel ou tel. Ce que je sais, c'est que Brice Hortefeux, vice-président éminent du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, sera là ce matin. Cyril? Oui, Laurent Wauquiez fait sa rentrée à la télévision ce soir. C'est ce que vient de nous dire Michael Zamès, on le savait. Il faut s'attendre à quoi? À Rose sur Emmanuel Macron de sa part ce soir? On est en 2018, c'est une année pour la droite française de reconstruction. Je pense qu'il faut tout simplement gérer le temps. Moi, je suis membre des Républicains, mais comme beaucoup de mes collègues, je suis naturellement un homme libre et indépendant. Il y a un travail de reconstruction qui est engagé depuis quelques semaines. Il va durer longtemps. Il faut qu'on soit dans la construction aussi d'un vrai projet. Et puis surtout, et c'est d'ailleurs un peu pour ça que je suis venu ce matin, il faut qu'on soit très présent sur les grands sujets qui sont à l'agenda du gouvernement et du président de la République. Je pense notamment au sujet de la révision de la Constitution. C'est ce qu'il va développer ce soir à la télévision. Il va poursuivre un dialogue avec les Français qui doit être au fil du temps enrichi. Enfin, très concrètement, je pense qu'il faut que les Français apprennent à le connaître. Il est désormais le président des Républicains. C'est à lui sur tous les sujets de commencer à dérouler, de montrer aussi une nouvelle équipe, sans doute une génération nouvelle qui peut s'affirmer. Vous voyez bien que ça grince un petit peu dans vos équipes. Je prends juste un exemple et je vous promets qu'on reviendra sur la réforme constitutionnelle. On a un petit peu de temps. Il y a Florence Partelli, Maël de Calan qui sont les deux anciens candidats face à lui pour la présidence des Républicains, commence à râler parce qu'ils n'ont pas assez de place finalement au bureau républicain. Alain Juppé qui prend ses distances. Ça grince un petit peu de partout, vous êtes d'accord? Non, enfin tout ça c'est l'écume, ça n'a aucune importance. Ah, ça n'a aucune importance. Vraiment, je crois. Dans la durée, c'est pas ça qui compte. Dans la durée, c'est la capacité ou pas
de trouver, de porter des solutions utiles aux Français. L'idée de savoir si le nombril de X ou Y est suffisamment bien mis en valeur et bien traité n'a strictement aucun intérêt. On n'est pas là pour se répartir des places, on est dans l'opposition, on y est pour encore 4 ans et demi, manifestement. On a donc du temps pour construire un projet pour la France. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler du fond. Oui, il y a quand même une question que peuvent se poser les citoyens français. Laurent Wauquiez parle d'une droite qui s'assume. Pour Guillaume Larrivé, une droite qui s'assume, c'est quoi? Comment vous la définissez en quelques mots? Mais moi, je ne veux pas, entrer dans un débat théorique sur... je ne suis pas politologue ou commentateur. Voilà, ce que je veux, c'est qu'on soit concret. Par exemple, il faut qu'on apporte très vite des propositions sur le débat européen. C'est quoi être euro-réaliste? Je pense que nous sommes euro-réalistes, il faut qu'on apporte des solutions concrètes. Sur la question constitutionnelle sur laquelle on va, je pense, venir, on a plein de choses à dire. Sur la question économique, nous avons aussi des propositions. Bref, il faut qu'on travaille sur le fond, c'est tout. Il ne s'agit pas de se dire on est de droite pour être de droite, tout ça n'a pas de sens en soi. Il faut être concret, opérationnel. Alors, justement, vous en avez parlé, la réforme constitutionnelle. Voilà. Hier, donc, le président du Sénat, Gérard Larcher, a tracé ces lignes rouges, c'est-à-dire ce qu'il ne voulait pas voir dans la réforme. On va en citer deux, c'est-à-dire il ne veut pas qu'on interdise de cumuler dans le temps les mandats, en dehors de celui du président, parce qu'il estime que c'est la liberté du citoyen de se présenter, et il veut que le département reste le cadre de base pour toute élection de parlementaire. C'est la position de Gérard Larcher, c'est celle du parti, et vous, que proposez-vous? Alors, ça c'est très intéressant pour le coup, parce que c'est une contribution très forte qu'a fait Gérard Larcher hier à ce débat. La Constitution, c'est ce petit livre fondamental qui a déjà été, depuis 1958, modifié 24 fois. La question, c'est de savoir si une 25e modification est utile. La Constitution, ça ne doit pas être un jouet présidentiel, et donc la révision de la Constitution, ça ne doit pas être une sorte de caprice d'Emmanuel Macron. Moi, je suis favorable, je vous le dis, à une évolution si cette évolution, elle permet plus d'efficacité et plus de liberté. Donc je peux dire oui à une évolution si elle apporte plus d'efficacité et plus de liberté. Mais je dirais non à une régression qui en fait aggraverait le pouvoir présidentiel. Et donc très concrètement, par exemple, sur la question du nombre de parlementaires, on n'a pas attendu Emmanuel Macron pour faire des propositions. Moi, il y a 5 ans, j'ai fait une proposition de loi qui transformait la Ve République. C'était en janvier 2013. Et je proposais déjà la réduction du nombre de députés, du nombre de sénateurs. Je suis d'accord pour qu'on ait moins de parlementaires. Je ne suis pas corporatiste, c'est pas ça le sujet, à condition qu'on ait des parlementaires plus puissants au service des Français, notamment pour contrôler ce que fait le gouvernement, pour évaluer les politiques publiques. Je prendrai un exemple sur la question de la sécurité nationale, de la sécurité intérieure et de la sécurité extérieure. Aujourd'hui, le Parlement a accès à très peu d'informations stratégiques, à très peu d'informations classifiées. Je crois nécessaire qu'on crée, avec moins de députés, moins de sénateurs, mais plus de pouvoir, c'est-à-dire concrètement ce que j'appelle un office parlementaire de la sécurité nationale, avec des députés et des sénateurs habilités secret défense, capables de faire de vrais contrôles sur la réalité de la menace et sur la réalité des politiques publiques de réponse à la sécurité. Ça ne sera pas possible. Eh bien, en tout cas, je pense qu'il faut conditionner l'acceptation de la diminution du nombre de parlementaires au renforcement des pouvoirs du Parlement au service des Français. C'est pas du tout, il faut bien le comprendre, une position corporatiste. Moi, je dis ça vraiment en toute liberté. Je suis favorable à la diminution du nombre de parlementaires à condition qu'on ait plus de pouvoir au service des Français et à condition aussi, c'est la deuxième condition, Michael Zamès, que l'on ait toujours ce lien fondamental avec les citoyens français. Nous ne sommes pas, nous, des apparatchiks nommés par les partis politiques sur une liste nationale qui serait élue à la proportionnelle. Est-ce que vous avez l'impression que les propositions aujourd'hui, parce que vous parlez de jouer d'Emmanuel Macron, est-ce que vous avez l'impression que la réduction du nombre de parlementaires, le non-cumul dans le temps, c'est un moyen de faire justement régresser, si on peut appeler ça, ou en tout cas de réconcilier les Français avec les politiques? Ce que je constate, c'est qu'on a quand même, depuis quelques mois, l'affirmation de ce que j'appellerais un pouvoir techno-autoritaire, c'est-à-dire un pouvoir extrêmement centralisé, très technocratique et très personnel. Bien. Et donc, moi, je ne voudrais pas que la révision de la Constitution ait pour conséquence de diminuer encore, au fond, les contre-pouvoirs. Moi, je suis très attaché à l'idée d'un équilibre des pouvoirs au service des Français. Encore une fois, on n'est pas là
pour le dire de manière familière, pour défendre notre pomme. Moi, je n'ai pas de difficulté si dans quelques années, on me dit qu'il y a eu un changement des circonscriptions, qu'il y a moins de députés. Tout ça, c'est pas gênant. On n'est pas propriétaire de nos sièges, on n'est pas accroché à l'idée de défendre nos sièges. Ce qu'on veut, c'est que la République française, elle soit plus efficace et qu'il y ait aussi des espaces de contrôle, des espaces de débat, des espaces de liberté. Et ça passe effectivement par un renforcement des missions de contrôle et d'évaluation du Parlement. Ça passe aussi, c'est fondamental, par le maintien d'un vrai lien avec les citoyens. Soyons concrets, Michael Zamès. Moi, je peux m'exprimer aujourd'hui devant vous en toute liberté parce que j'ai été élu par 2 fois, une fois à 51%, une fois à 52%, au suffrage universel direct, uninominal majoritaire. Ça veut dire qu'il y a des gens dans mon territoire qui ont préféré que ce soit moi qu'un autre comme député. Et ça me donne une liberté pour défendre les Français. Si demain, on supprime ce lien et on dit les députés, au fond, ils sont nommés par LR ou par La République En Marche sur une liste, ça veut dire que ce seront ceux qui sont dans les appareils politiques qui siégeront à l'Assemblée ou au Sénat, et ça, c'est pas bien. Alors, juste, on a bien compris que vous êtes contre les listes proportionnelles. Est-ce que, comme Gérard Larcher, vous voulez garantir que tout territoire, même les plus petits, soit représenté dans les assemblées, quitte à ce que le découpage ne soit pas forcément démographique? C'est un point qu'il faut regarder aussi de très près. Vous savez, moi j'ai la chance d'être élu dans 111 petites villes et villages en Bourgogne, et notamment en Puisay. Voilà, si vous habitez à Charentenay ou si vous habitez à Saint-Fargeau, vous avez le droit d'être représenté par un député, même si vous n'habitez pas à la Seine-Saint-Denis ou le cœur du 7e arrondissement. Voilà, moi je crois beaucoup à ça. Il faut que la France des villages soit aussi présente à l'Assemblée et au Sénat. Vous croyez à l'idée du référendum ou pas? C'est une possibilité qu'offre la Constitution, dans une certaine mesure d'ailleurs, parce qu'il y a un petit débat juridique entre l'article 89 et l'article 11. Enfin, globalement, c'est une possibilité que le président de la République peut envisager, le recours direct. Voilà, mais je pense qu'il faut le faire. En tout cas, ce qui est nécessaire, c'est de faire un débat. Je ne dis pas qu'il faut faire nécessairement la voie parlementaire ou la voie référendaire. Ça me paraîtrait prématuré, en tout cas, de s'enfermer dans ce choix. C'est à lui de décider. Il faut que ce soit éclairé par un vrai débat à l'Assemblée comme au Sénat. Je vous ai bien entendu depuis le début où on parle de cette réforme constitutionnelle. J'ai une impression que vous dites qu'Emmanuel Macron veut affaiblir le rôle du Parlement. Je demande à être saisi d'un vrai projet de loi constitutionnelle, car aujourd'hui, comme vous le savez, il y a un peu un jeu de poker menteur. On voit beaucoup de déclarations, de discours. On n'est pas encore tout à fait entré dans le dur. Je vous annonce d'ailleurs qu'au sein du groupe des Républicains à l'Assemblée nationale, nous constituons un groupe de travail que je vais animer avec un certain nombre de collègues pour qu'on soit nous aussi en force de proposition. Voilà, on va avoir un débat, je pense, assez passionnant pour les Français. C'est pas un débat de microcosme, c'est pas un débat de professionnel de la politique, c'est un débat fondamental sur ce qu'est la démocratie. Vraiment. On va changer de sujet si vous le permettez. 11e jour de grève dans les prisons. L'administration pénitentiaire veut maintenant sanctionner visiblement les surveillants qui n'ont pas le droit de grève, il faut quand même le préciser. Elle a raison, il faut sanctionner. Non, je pense que la nécessité aujourd'hui, c'est de définir, de mettre en œuvre un vrai plan d'urgence pénitentiaire. Et j'appelle la garde des Sceaux à le faire. Enfin, on part pas de rien d'ailleurs. Les rapports parlementaires, les rapports divers et variés sont accumulés. J'en ai fait 3 moi-même en 2014, 2015, 2016. Je relisais avant de venir mon rapport de 2016 et je parlais du défi de la sécurité. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut régler enfin ce problème de capacité carcérale. On n'est pas en surpopulation carcérale, on est en sous-capacité. Quand vous regardez les chiffres européens, on incarcère beaucoup moins en France que dans les autres pays européens. En moyenne, il manque 15 à 20 000 places de prison. Il faut un régime indemnitaire et des moyens de protection physique des personnels, c'est absolument fondamental. Il faut alléger le régime des fouilles, il faut un certain nombre de moyens techniques, définir un vrai plan d'urgence, sans doute d'ailleurs avoir un texte de loi ad hoc assez rapidement. Moi, je pense que la situation de crise est telle qu'il faudrait un petit texte de loi juridique et budgétaire pour régler cette question en urgence. Le détonateur de la crise est venu des détenus dits radicalisés, islamistes extrémistes. Bien sûr. Quelle solution faut-il apporter? Faut-il les isoler complètement, créer des centres spéciaux ou de petites unités? Moi, je plaide depuis 3 ans pour ce que j'avais appelé les USAR, c'est-à-dire des unités spécialisées anti-radicalisation, c'est-à-dire des petites unités
étanche vis-à-vis des autres endroits de la prison. En fait, ce qu'il faut réussir à faire, c'est une sorte de double isolement. Isoler le détenu radicalisé des autres détenus, mais aussi isoler les radicalisés les uns des autres. Et c'est là toute la difficulté pour éviter ce qu'on appelle les katibas, c'est-à-dire la création de cellules de combat internes aux prisons. Ce sont des sujets qui ont été complètement sous-traités à l'époque Taubira notamment. Je voudrais rappeler que sous Sarkozy, on a créé 7000 places de prison, très exactement. 8700, excusez-moi, 8700 places de prison, 10 fois moins ensuite sous Hollande. Voilà, il y avait une vraie rupture. Il est vraiment temps. C'est difficile de faire accepter les prisons. Hein. Il y a des projets dans la Loire, notamment. Non, ça se gère si les préfets sont compétents. Et si les préfets ne sont pas compétents, ils sont là pour être changés. La une du Figaro hier, c'était qu'est-ce qu'on fait de ces Français arrêtés en Irak et en Syrie? La Fédération internationale des droits de l'homme est pour les faire revenir en France pour qu'ils soient jugés. Quel est votre avis, en tout cas chez les Républicains? Mon avis personnel est extrêmement simple. Ces individus djihadistes sont des traîtres à la nation. La nation, par conséquent, n'a pas à se préoccuper de leur sort. Ils sont dans la zone irakienne ou dans la zone syrienne, qu'ils y restent, qu'ils y soient châtiés. Éventuellement, oui, qu'ils soient châtiés, parce qu'il y a également une possibilité pour qu'il y ait la peine de mort sur place. C'est à eux d'assumer les conséquences de leur acte. Ils ont rompu tout lien avec la nation. La nation n'a pas à s'intéresser à leur sort. En quelque sorte, Manuel Valls disait qu'on appliquerait la déchéance de nationalité sans le dire, c'est vrai? On est souvent avec Manuel Valls en phase sur ces sujets. Hier encore, on échangeait tous les deux à la commission des lois de l'Assemblée nationale. Je pense que... On aurait dû voter la déchéance de nationalité. Ça revient. Moi, je m'étais exprimé il y a 2 ans un peu sur ces questions, mais on peut aussi l'appliquer de fait. Et en l'occurrence, il suffit que le gouvernement français ne fasse aucune démarche pour solliciter l'extradition de ces individus. Et donc, moi, je le dis très clairement, ces individus djihadistes qui ont choisi de quitter la France pour aller dans la zone irako-syrienne faire le djihad, ce sont des traîtres à la patrie. La patrie n'a pas à s'intéresser à eux, qu'ils assument totalement les conséquences de leurs actes. Guillaume, l'arrivée du Rififi en Provence chez les Républicains. Hier sur ce plateau, Renaud Muselier, le président de la région Sud, elle s'appelle maintenant comme cela, a chargé Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, dont il est l'ancien premier adjoint, un mauvais maire, a-t-il dit, 2 mandats de trop, le camp de Jean-Claude Gaudin est outré. Il y a eu une réplique par Twitter de Jean-Claude Gaudin. Je n'ai pas pour habitude dans ma vie publique de répondre aux insultes, aux injures, aux outrances, surtout lorsqu'elles proviennent de mon propre camp. Vous êtes de quel côté, là, chez les Républicains en Provence? Moi, je suis plutôt spécialiste du pot-au-feu bourguignon que de la bouillabaisse marseillaise, donc je vais très prudemment ne pas trop me prononcer sur ces questions internes à Marseille. C'est une question de génération, ça? Une question de vieux monde? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a des sujets personnels qui sont assez vifs là-bas. J'ai beaucoup de sympathie, cela dit, pour les diverses personnalités que vous avez évoquées. Pour laquelle des deux vous avez le plus de sympathie? On verra. Merci. Guillaume Larrivé, je n'y serais pas arrivé. Merci Michael Mengues-Lamez, merci Hubert Coudurier. On passe, Pascal Jalabert, on passe au débrief avec Hubert Coudurier dans un instant. Ils arrivent. Merci Guillaume Larrivé. Merci. Voilà, Hubert Coudurier donc. Et Jérôme, bonjour. Rebonjour Jérôme Cordelier. Rebonjour. Vous étiez là dans la première partie de cette matinale d'infos. On va parler de Davos d'abord, où Emmanuel Macron a annoncé la France est de retour. France is back. Slogan éculé. Oui, qui avait déjà été utilisé du temps de Jacques Chirac par les diplomates, notamment Dominique de Villepin et Maurice Bourg-de-Montagne. Mais c'est normal, ça fait résurgence avec le America is back. Voilà, exactement. En tout cas, une référence historique. En tout cas, notre invité, Guillaume Larrivé, député donc LR de Lyon, a dit ce matin, déjà, il faut être sûr qu'elle soit de retour. Vous avez entendu Jérôme Cordelier? Écoutez, déjà, il s'exprime en anglais. Donc, sur la scène internationale, on a un président jeune qui s'exprime en anglais. Ça change par rapport à tous ses prédécesseurs. Et donc voilà. Il a pointé le chômage qui n'avait pas encore diminué, la compétitivité qui n'était pas quand même complètement là, etc., etc. Il a listé les choses. Non, mais il a listé, effectivement, le chômage, pour l'instant, ça ne bouge pas. Déficit du commerce extérieur extrêmement inquiétant, plus de 60 milliards. Pas de réduction des dépenses publiques. Et on sait quand même que s'il n'y a pas de réforme structurelle, il n'y aura pas de progrès sur l'économie. Donc vous êtes d'accord avec la Ah oui, je pense qu'il a vraiment raison. Il y a un effet sur le plan international d'image qui est fort. Qui est bon. Il y a une accumulation de réformes, de réactivité, un dynamisme, une jeunesse, etc.,
etc., qui font bon effet et qui donnent envie de lui laisser sa chance, jusqu'aux élections européennes qui seront le premier test. Et comme nous le confiait hier un commissaire européen, si la liste qui sera conduite par Alain Juppé ou quelqu'un qui représentera le camp Macron fait aux alentours de 35%, ce sera un succès. Si c'est moins de 25%, ce sera un échec. Ça va être le premier rendez-vous. Bien sûr. Donc c'est pas encore maintenant l'heure du bilan, hein. Il faut donner du temps au temps, hein, comme disait l'autre président. François Mitterrand. Bon, on disait Laurent Wauquiez un peu absent, il fait sa rentrée médiatique ce soir à la télévision. Il a une image à construire, Laurent Wauquiez. Il n'est pas très connu. Oui. Il n'est pas dans maison. le mainstream en ce moment. Une image et une maison à construire, si je peux me permettre. Oui, il y a eu des défections. Il n'est pas dans le mainstream politiquement correct aujourd'hui. C'est le macronisme à fond la caisse. Voilà. Ça durera ce que ça durera. C'est clivant. Et Wauquiez, il rame un peu à contre-courant. Donc on va voir sa prestation ce soir. Tout en se positionnant comme évidemment l'autre face de la médaille, c'est-à-dire comme le principal opposant à Emmanuel Macron. Et évidemment, sa carte est là, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'opposants ailleurs. Donc il a vraiment... mais par contre, il faut bâtir une vraie alternative et surtout une force de proposition, c'est ce qu'a dit Guillaume Larrivé. Oui, Michael Zamès et Pascal Jalabert ont tout de même pointé qu'il y a beaucoup de personnalités aujourd'hui d'LR qui on va dire, distancent de Laurent Wauquiez. Donc il va falloir qu'il s'appuie quoi? Sur le genre de jeunes élus, comme on avait ce matin sur ce plateau, Guillaume Larrivé par exemple? Je pense de toute façon il y a un changement de génération, hein. C'est vrai qu'il y en a qui prennent leur distance, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui arrivent, hein. Oui, si voilà, c'est le jeu de la feuilletonne politique. comme ça, cette prise de distance feuilletonne jusqu'aux élections européennes. Allez, c'est vrai qu'il y a des barons. Hubert Coudurier. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des barons qui ont pris leur distance. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse. Il y a une forme de compétition aussi, puisque c'est le marchepied pour la présidentielle, la présidence du parti. Donc effectivement, tout va dépendre des élections intermédiaires, tout va dépendre de ses prises de position, tout va dépendre de ses angles d'attaque et actuellement, Marine Le Pen est jugée en perte de vitesse. Bon, même si les scores électoraux, c'est quand même moins évident. Mais enfin, c'est ce qui se dit. Jean-Luc Mélenchon n'est pas crédible. Gérard Larcher ne se définit pas encore comme le premier opposant, même si on voit les points de crispation. Donc effectivement, il y a un créneau pour les Républicains. Mais les forces de gauche et du centre veulent empêcher cette émergence. Vous l'avez vu à Davos, Emmanuel Macron a dit « si je ne réussis pas, ce sera les populismes en Europe ». Donc c'est moi ou le chaos. Donc il veut empêcher qu'il y ait une alternative, ce qui est dangereux pour la démocratie. La démocratie a besoin d'une alternative. Révision de la Constitution, on a entendu Guillaume Larrivé qui va faire des propositions très concrètes. Le point d'achoppement, c'est quoi? C'est la réduction des élus, de la possibilité pour eux, pour le citoyen de se présenter. Alors, c'est quelque chose qui fait... Il a une proposition qui est très intéressante. Il dit, moi je veux bien qu'il y ait moins d'élus, mais à condition qu'ils aient plus de pouvoir. C'est-à-dire, en gros, qu'on n'affaiblisse pas les contre-pouvoirs. Il a cité notamment la défense nationale, la sécurité du territoire, où les élus doivent être mieux briefés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Vous avez entendu ça, Jérôme Cordelier? C'est depuis longtemps, hein. On dit, par exemple, il faudrait des commissions d'enquête à l'américaine avec des moyens importants. Il y en a, mais elles ne peuvent pas excéder 6 mois ici. Mais pas autant. Enfin, je veux dire, avec des moyens importants, des moyens d'investigation, des moyens d'enquête. Il faut que le Parlement puisse jouer son rôle de contre-pouvoir. C'est vrai qu'actuellement, on a plutôt l'impression qu'il y a une majorité d'abord de beaucoup de néophytes, hein, donc une majorité godillot, et donc avec pas beaucoup de fortes têtes, vous savez, qui animent la vie parlementaire. Hein, donc on sent bien qu'il faut qu'il y ait un contre-pouvoir au Parlement, et c'est l'occasion justement de ce débat pour essayer d'instiller comme ça quelques moyens pour que le Parlement puisse être doté de pouvoirs accrus. C'est ce que Gérard Larcher a voulu dire, je pense, au Sénat, c'est-à-dire Gérard Larcher redonner de l'étoffe au Sénat comme rôle de contre-pouvoir important, ce qu'il a toujours eu dans le passé, hein, puisque le Sénat a toujours été une chambre où on faisait des rapports parlementaires qui n'étaient pas toujours suivis, mais en tout cas qui étaient épais et conséquents. Révision de la Constitution, c'est le titre de votre papier aujourd'hui dans le Télégramme Hubert Coudurier. Vous pensez quoi? Vous pensez qu'on va aller vers un référendum ou pas? Ou qu'aujourd'hui, l'opinion publique ne comprendrait pas?
Eh bien, s'il y a un référendum, il faudrait le faire très vite, puisque en ce moment, tous les voyants sont au vert. Ensuite, ça devient dangereux. Vous savez qu'un référendum, c'est souvent détourné de son sens. Ça a coûté au général de Gaulle... Oui. C'était un autre contexte. 1969. Oui, mais enfin... C'était la fin du gaullisme. C'était la fin du gaullisme. Là, on est au début du macronisme. La vraie question, c'est de savoir si Emmanuel Macron est sur les traces d'un François Mitterrand pour faire 2 mandats, ou si ce sera un président fugace. Ou d'un Jacques Chirac. Ou d'un Jacques Vous Chirac. avez entendu Guillaume Larrivé, là, qui est un jeune élu, enfin Ouais. 2 fois élu déjà. Bon, il est prudent dans cette affaire. Il n'a pas encore tranché. Il veut faire des propositions et il veut voir. C'est-à-dire qu'on sent que l'opinion publique est favorable à la réduction du nombre de parlementaires. Et en même temps, il ne faut pas alimenter une forme d'anti-parlementarisme qui, dans ce pays, est toujours propre. Parce que les contre-pouvoirs ne sont pas aussi bien ancrés ici que dans le monde anglo-saxon. Marseille, j'ai essayé de lui faire... prendre une position entre ce qu'a la charge. Il a très bien répondu, d'ailleurs. Renaud Muselier et la réponse de Jean-Claude Gaudin. Il a très bien répondu qu'il voulait pas répondre en réalité. Non mais en réalité, moi j'étais à Marseille il y a 2 jours chez notre ami Gisbert qui a formidablement bien redressé la Provence. Qui dirige la rédaction de la Provence maintenant. Et qui est L'équipe, toujours éditorialiste au point. Exactement. L'équipe Gaudin est en fin de règne, et c'est vraiment un règne, même si Gaudin a quand même fait beaucoup de choses pour Marseille, il est temps quand même aujourd'hui que la relève soit là. Et c'est vrai il est temps, il n'y a pas maltraité. d'élection encore. Non, mais enfin, Il est temps. Ça veut dire quoi? Il va pas... Muselier a été particulièrement maltraité tout au long des mandats de Gaudin. Bon, qu'il s'énerve comme il l'a fait. Hier sur ce plateau. C'est pas non plus un crime de lèse-majesté. L'autre jour, quand j'étais à Marseille, l'équipe de Gaudin s'énervait parce que la Provence avait titré sur le fait que Gaudin pourrait désigner ses préférences pour sa succession. Il ne supporte plus rien. Non, mais ça fait suite aussi quelques jours après. D'ailleurs, le point, enfin, c'est nous qui avons sorti l'info grâce à François Tonneau, qui est notre correspondant à Marseille et qui est à la Provence aussi, et qui est que Castaner joue en embuscade et que Gaudin pourrait soutenir Castaner même s'il le dément. C'est la une de la Provence d'ailleurs aujourd'hui. Muselier charge Gaudin. Voilà, la une du Point, 13e. En ébullition. On n'a pas que Versailles, on a été aussi dans le 13e cette semaine. Pourquoi en ébullition le 13e? En ébullition parce qu'il se passe plein de trucs, et notamment Station F, vous savez, qui est une des plus grands incubateurs de start-up en Europe. Et aussi, on a le plan de sauvetage de la Cité de la Mode. Vous savez, la Cité de la Mode, vous savez, je vais dire un gros mot, mais c'est le chewing-gum vert qu'on voit sur les bords de la Seine. Eh bien, cette Cité de la Mode est en mauvaise posture, et donc François Bachy, qui le dirige, nous donne en exclusivité, on peut dire, son plan de sauvetage. Jérôme Cordelier. Merci. Ce monument. On passe aux Apmondes. Ce qui s'est passé dans le monde ces dernières heures, c'est notre partenaire TV5 Monde qui nous le raconte. On regarde ça ensemble. Pour lui, c'est une mascarade judiciaire et ce n'est pas la décision des juges qui l'empêchera d'être candidat à la présidentielle. Lula da Silva l'a répété en rejoignant une manifestation de ses partisans à Sao Paulo, juste après avoir pris connaissance de la confirmation en appel de sa peine de prison pour corruption par le tribunal de Porto Alegre. Malheureusement, nous devons condamner un ancien président qui a commis un crime, qui a comploté directement ou indirectement pour le commettre avec plusieurs autres. La France, elle est réconciliée avec la mondialisation, l'économie, le succès, l'envie de faire. L'argent fait partie des grandes passions, et avec tout ce qu'il y a parfois aussi de non-dit ou autre, mais je crois qu'il faut être clair. Les gens doivent pouvoir réussir en France, réussir bien, parce que nous sommes dans une économie de l'innovation, de la connaissance qui a besoin de ça. Et ensuite, il faut qu'on puisse voir comment corriger les inégalités, en formant mieux dès la base pour que tout le monde puisse avoir accès à cela, ce qui est le cœur des initiatives que nous avons prises. Allez voir, on croirait le mouvement limité à quelques centaines de personnes ou localisé à Alger. Mais au total, ce sont 13 000 médecins résidents qui font grève, tout en assurant le service minimum et les gardes dans les hôpitaux du pays. Ce mercredi, alors qu'ils négocient avec le gouvernement, le coup près de la justice est tombé. Leur grève est déclarée illégale. Ils doivent reprendre le travail, sous peine d'être accusés d'abandon de poste et sanctionnés. À 83 ans, Jane Goodall continue de parcourir le monde 300 jours par an, avec toujours ce même message: comprendre notre terre pour mieux la préserver.
Jour après jour, nous maltraitons notre planète. Et les gens abandonnent car ils se sentent démunis face à la situation. Alors, si nous pouvons transmettre notre message à travers le monde et faire réfléchir les gens sur les conséquences de leurs petits gestes du quotidien, pas seulement les miens, mais ceux de centaines ou de millions de personnes, collectivement, on arrivera à changer le monde. Ah, le visage de cette femme. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À demain pour une nouvelle édition de la matinale d'info de Public Sénat.